That's all I did. I just stood up. Did you like that? That was my introduction. Dear speakers, Chers orateurs, chers participants, une chaleureuse bienvenue à ceux qui sont en présentiel et à ceux qui sont en distanciel. C'est la 22e édition de cette région sur les régions. Vous savez que ceci est organisé par la DG Régio et cette session va porter sur le redéploiement de l'énergie locale pour la sécurité et la durabilité. Donc, même si on commence avec retard, nous devons impérativement terminer à 11 heures. Voilà, vous pouvez écouter dans la langue de votre choix. Voilà ici les canaux que vous pouvez avoir. Et si vous êtes en distanciel, il faut appuyer sur la langue du choix et puis sélectionner ce que vous voulez. Je m'appelle Katrina Sickel et je vais vous accompagner pendant les travaux de cette journée. Nous avons d'excellents orateurs et il faut surtout faire remonter l'information de la base. Donc nous aurons également un dialogue spécial avec le public. Alors là, vous aurez l'occasion de vous faire entendre. Alors je vais maintenant passer au programme Slido. Et je vais aussi vous demander de participer au sondage. Bon, pour cette session, on ne va pas procéder à une foire aux questions, pour être bref. Donc, mettez-vous sur Slido, slido.com, avec et là, l'hashtag est Région Week. Alors, je vais m'asseoir pour discuter avec les orateurs et savoir comment on va procéder pour organiser cette session. Alors, pendant que vous vous connectez avec Slido. Alors, bon, la crise énergétique spectaculaire est terminée. Et bien sûr, il faut répondre au réchauffement de la planète. Et il faut surtout insister sur la source de financement Repower EU. Et vous savez qu'il faut accélérer le déploiement de toutes ces dispositions. Donc 35 milliards d'euros nous vient de la politique de cohésion programme 21-27. Mais ici, on va parler du local. Comment va-t-on pouvoir contribuer à la sécurité et à la durabilité? Alors, tout de suite à ma gauche, j'ai professeur Picard, donc de la Solar Foundation. Je pense qu'il a déjà pris la parole dans le passé. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Alors, on a Anna Schmidt. Donc, elle vient de la ville de Vienne. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Voilà, Cristina Lucia Suchala avec le projet Petrili en Slovénie. Et donc, elle va nous dire ce qui se passe dans ce pays. Et on a Madame Schokart qui est directrice de projet. Elle fait beaucoup de travail pour rassembler la communauté qui s'occupe de l'énergie locale. Mais alors, voyons ce qu'a donné le sondage Slido. Et comme ça, voilà. Alors, vous avez ici... Ah non. Alors, on aura d'excellents orateurs.
Voilà. Comment arriver à redéployer donc l'énergie? Il y a beaucoup de défis, bien sûr. Il faut mettre l'accent sur la neutralité énergétique. Est-ce qu'il s'agit de disséminer les initiatives communautaires au niveau de base? Est-ce que ça doit être quelque chose fait par la société? Est-ce qu'il faut procéder par réglementation? Ou bien est-ce qu'il faut subir le retour de le verdissement de l'économie? Alors voyons quel est maintenant le résultat de ces sondages. Alors il y a toute une série d'aspects de communication, etc. Alors, c'est une surprise que le plus grand défi, c'est la réglementation. Voilà, Monsieur Picard. C'est une surprise ou bien vous avez une autre réponse à donner? Je pense que nous avons oublié de parler des économies d'énergie. On parle toujours de la production d'énergie, mais les deux vont main dans la main. Et il faut comprendre, quel que soit le degré d'urgence du climat, nous, je pense, gaspillons 3/4 de l'énergie produite. Sur 100, eh bien, 75% est perdu, qui n'est pas utilisé efficacement. Et il ne s'agit pas simplement du mauvais comportement du consommateur, mais c'est dû à l'obsolescence, à l'inefficacité du système et des infrastructures. Par exemple, alors pour le thermique, eh bien, solaire, je pense que 3/4 est perdu de ce qu'on veut mettre dans les réservoirs. Alors nous comprenons que le but, c'est d'être efficace. Production et consommation. C'est quoi l'efficacité? C'est un mot que je vais galvauder sans doute. L'efficacité veut dire qu'on peut produire plus, atteindre des objectifs plus lointains, faire mieux, mais en consommant le moins possible d'énergie. Ceci dit, la localisation, la centralisation doit se faire en fonction de l'efficacité. Où peut-on produire le plus efficacement et où peut-on faire de meilleures économies? Et je pense que ces questions n'auraient pas été, je pense, pertinentes il y a 20 ans, car les technologies n'existaient pas pour être efficaces. Alors, on peut maintenant mieux délocaliser la production grâce aux techniques. Et de toute façon, si on a pu le faire, c'était trop cher. Bon, elle était 30 fois plus chère qu'aujourd'hui, l'énergie, il y a 20 ans. Et donc, s'il fallait choisir délocalisation ou centralisation, eh bien, ça n'est pas si pertinent. Ce qui est plus pertinent, c'est produire au niveau local, mais pas que sur la base d'une source d'énergie. Dans le passé, bon, c'était, je sais pas, le nucléaire ou le solaire, et puis on distribuait. Aujourd'hui, avec les nouvelles sources de production, il est plus pertinent de délocaliser, d'avoir des panneaux solaires, d'avoir des parcs éoliens, d'avoir de la biomasse, avoir le géothermique. Donc, l'électricité de l'eau, des fleuves, bon, ça ne doit pas être centralisé. Les turbines aussi, dans les cours d'eau, également dans les systèmes d'évacuation d'eau. Et je pense qu'il faut travailler sur tous ces fronts. Alors, jusqu'à quel niveau peut-on passer à la granulométrie, donc au niveau local? Les gens produisent au niveau local, partagent cette énergie. Bon, ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Même chose pour l'efficacité. Où peut être la plus efficace? Il faut commencer au niveau local.
Donc, ce n'est pas uniquement réguler votre radiateur, non. Ça commence par quel genre de véhicule électrique on va acquérir. Ce n'est pas mettre les sources d'énergie les unes contre les autres. Ce n'est pas quelque chose ou quelque chose d'autre. Non, c'est les systèmes centralisés qui doivent être décentralisés, mais il y a beaucoup de résistance. Et pour les gens qui estiment que ce n'est pas alléchant, eh bien, il faut peut-être insister. Bon, je vais être très sévère sur l'emploi du temps, mais je pense que vous avez très bien centré la discussion quand on par l'énergie locale. Ce n'est pas que l'efficacité au niveau de la production, de la consommation. Il faut consommer moins, mais de manière critique, donc profiter de ce mix énergétique et des techniques disponibles. Alors, comme certains d'entre vous le savent, Bertrand Piccard est président de la fondation Solar Foundation. Et donc, bon, je vous relancerai après avoir entendu les autres orateurs, mais je suis sûr que, eh bien, dans votre activité fantastique, vous pourrez nous donner quelques exemples de cette production de consommation locale. Alors, je viens chez vous. Traud, économie, donc, vous êtes économiste. Mais bon, donc vous travaillez à l'innovation urbaine de Vienne. Donc c'est une agence qui s'occupe d'innovation. Et il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous. Donc ce n'est pas exagéré de dire que vous faites œuvre de pionnier pour les énergies renouvelables et aussi pour décarboniser tout ça. Alors, en quelques minutes, bon, donnez-nous un peu un arrosage de ce que vous faites. Avec plaisir. J'aimerais être technicienne. Économiste, c'est bien, mais il y a des limites dans le travail quand on est économiste. Nous avons besoin de toutes les disciplines pour répondre aux enjeux. Et je pense que c'est un très bon cadre. À Vienne, par exemple, beaucoup de choses bougeaient au cours des années 90 au niveau du système de transport, etc. L'infrastructure publique, c'est absolument essentiel. La décentralisation ne doit pas, ou la centralisation ne doit pas être oubliée totalement. On a besoin de deux. On a besoin d'une infrastructure centralisée forte, mais il faut aussi des solutions décentralisées. Et l'accélération vers une neutralité climatique, tout cela a commencé à la fin de 2020. En 2020, on a dit en 2040, Vienne doit être neutre sur le plan du climat. Un an plus tard, un guide a été publié sur le climat. Le principe, c'est d'être juste sur le plan social et économique, car il ne s'agit pas seulement de faire les meilleures choses pour les gens. Nous voulons promouvoir tous ces programmes pour arriver à une amélioration de la qualité de vie des gens. Nous essayons de voir ce qui doit être fait sur le plan de la protection du climat, sur le plan de l'adaptation par rapport au climat. À Vienne, depuis les années 70, nous connaissons une augmentation de la température de 3 degrés et c'est une Vienne très différente à laquelle on doit s'attendre. Cela ressemblera plutôt à Marseille ou au Caire et la ville n'est pas construite pour faire face à cela.
La ville n'est pas mauvaise pour ce qui concerne la consommation de l'énergie, même si on n'est pas dans une situation trop mauvaise, mais il faut diminuer la consommation de l'énergie des bâtiments en mettant l'accent sur l'isolation, etc. Tout cela va dans la même direction. C'est bien pour la protection du climat et l'adaptation. Au centre de tout cela, pour nous, figure un concept qui a été adopté en janvier, c'est-à-dire de se passer du gaz naturel. Nous avons fixé un objectif politique. Nous voulons renoncer au gaz naturel pour 2040 et nous ne voulons pas opter pour l'hydrogène à la place. Il s'agit donc de défis technologiques. Les différentes choses, biomasse, etc., il y a des limites par rapport à ces ressources. Il y a des limites chaque fois, sauf pour le soleil. Il faut une planification cohérente pour les ressources rares. Et nous avons donc élaboré un programme. Et la décision politique qui a été prise est de ne pas avoir recours à du gaz vert ou de l'hydrogène pour le chauffage des logements. Nous voulons des solutions décentralisées, par exemple, par l'intermédiaire de pompes à chaleur. Nous avons 450 000 chauffages au gaz. Il faudra donc, pour tenir compte de l'objectif de 2040, changer le système de 100 logements tous les jours. C'est un grand défi et notre ville a élaboré un programme global, un programme concernant les finances, la planification, la communication, parce qu'il est important que tout le monde emboîte le pas. Tout cela pour arriver à un programme global pour pouvoir éliminer le recours au gaz naturel. Il faut beaucoup de planification en collaboration avec les parties prenantes. Et c'est ici qu'intervient l'expérience locale. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là que nous devons intervenir. Avant d'orienter la discussion dans un certain sens, je voudrais souligner l'importance de la décentralisation et de la centralisation. Vous avez dit qu'il n'y a pas une neutralité technique parfaite puisqu'il faut tenir compte des ressources. Vous avez dit qu'on vous a demandé de faire ce job, d'élaborer un plan. Est-ce que l'on vous a abordé de manière polie ou est-ce qu'on vous a un peu forcé la main? Notre rôle, c'est de traduire la pensée de l'administration, du gouvernement vers les fournisseurs d'énergie et nous essayons de déterminer les besoins fondamentaux. Nous faisons donc partie d'un groupe qui interprète les choses. Vous avez parlé de l'acceptation par le public. Nous allons en parler d'ici quelques instants. Christina Sucella, qu'en pensez-vous? Je pense que je l'ai prononcé plus ou moins bien.
Madame Cristina Lucia Sujala est architecte spécialisée dans la récupération du patrimoine industriel et elle a travaillé depuis 2012 à un programme de régénération du patrimoine industriel. Vous vous occupez du site Petrilia, qui est une ancienne mine à charbon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Bertrand Piccard a dit. Nous avons commencé en 2012. Au départ, nous étions un groupe d'architectes qui voulaient aider la communauté locale pour conserver une mine que vous voyez ici. Dans le contexte de la transition énergétique, la mine devait être détruite, mais vous savez sans doute qu'en Roumanie et en Europe de l'Est, l'industrialisation a commencé tardivement lors du communisme et il fallait donc maintenant passer d'une production centralisée de l'énergie vers une production plus locale. En Roumanie, on a plutôt une approche paternaliste par rapport à l'économie. Et nous pensions que même si on n'utilise plus la mine, il n'est pas nécessaire de la démanteler. Et petit à petit, nous sommes devenus les défenseurs du patrimoine industriel au niveau national. Et ce qui nous a guidés, c'est de penser que la récupération du patrimoine industriel impliquait également la participation de la collectivité à cela. Le contexte de l'Europe de l'Est se caractérise par un manque de notion de propriété. Donc, rénover ou récupérer le patrimoine industriel est donc un processus lent. Nous avons en 2018 créé l'Association pour la défense de Petrila, Planète Petrila, soutenue par la communauté locale. La création en 2021 de l'organisation ADT. C'est une association pour un développement urbain intégré. C'est la première association qui regroupe des ONG, l'administration gouvernementale et le conseil du département. Ce n'est qu'en 2022 que nous avons pu aborder la question de la propriété et ce n'est qu'à partir de là que nous avons pu mettre en œuvre notre stratégie. Nous travaillons avec les communautés énergétiques, nous mettons l'accent sur les panels solaires et notre travail est de communiquer avec l'administration et nous voulons aussi entraîner tout le monde dans cette opération. Petrila devient un exemple pour les autres villes. En Roumanie, il y a 5 à 6 villes minières et grâce au financement d'un programme, ils peuvent également suivre notre exemple. Merci beaucoup. Oui, vous avez dit beaucoup de choses.
un rappel important. Cette tendance de passer à la décentralisation, bon, il y a pas mal de versions de ça. Et vous savez que les États membres de la communauté, bon, évoluent à une vitesse différente. Et donc, il faut enseigner les gens au concept de l'appropriation. Il y en a qui sont venus tard à l'industrialisation. Et donc, il faut les préparer psychologiquement. Alors, non, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Picard. Mais il faut penser à la production et à la survie énergétique. Les deux choses vont de pair. Voilà, vous étiez d'accord, moi j'avais compris, vous n'étiez pas. Bon, l'acoustique n'est pas fameuse ici, n'est-ce pas? Oui, les interprètes aussi, je dois dire. Donc je vous ai mal compris à cause de ça. Alors, vous avez eu plusieurs points de vue sur les détails de la manière dont il faut travailler au niveau des collectivités. Alors, Madame Schockhart est project manager. Bon, vous faites des recherches sur la manière dont il faut procéder pour, je ne sais pas, s'adresser à tous ces défis. La pauvreté énergétique également. Comment inclure tout le monde socialement. Et ça, c'est votre pain quotidien, si j'ai compris. Alors, vous pourriez peut-être, pour combler les trous, nous donner des exemples. Vous avez résumé ce que nous faisons. Donc, on parle des coopératives d'énergie renouvelable. Donc, nous représentons 900 coopératives à travers l'Europe qui évoluent à une vitesse différente dans les États membres. Il y a un degré de maturation différent. Bon, on a développé beaucoup de choses dans la directive, mais ce concept d'appropriation des collectivités est différent. Et à la base, beaucoup de citoyens, surtout après la crise énergétique, beaucoup de gens sont devenus très conscients sur ce que voulait dire l'énergie dans leur vie quotidienne. Et bon, effectivement, ils étaient presque contraints de comprendre et de changer. C'est comme ça que notre mouvement est né. C'était au départ d'une frustration, de cette impuissance par rapport à tous ces systèmes. Qui fait que, bon, il y a tellement d'énergie, mais il n'y avait pas, je pense, d'une agence qui s'occupait de tout ça. Oui, on pouvait faire allumer les lampes ou le chauffage et c'est tout. Mais ceci a beaucoup d'impact sur notre bien-être. Il faut passer à l'appropriation de tous ces concepts. Et beaucoup de citoyens sont réunis autour d'une table et disent voilà, on va s'y mettre et on va faire ça nous-mêmes. Donc on va économiser l'énergie, on va effectivement rendre le service énergétique pour les citoyens. Nous allons faire ça nous-mêmes. Et il y a 900 organisations de ce genre en Europe qui font ce même travail. Et, bon, que ce soit de l'énergie solaire ou des turbines électriques, etc. On va s'occuper des communautés en créant, par exemple, un fonds pour appliquer des mesures d'économie, de rénovation. Et les villes, les municipalités ensemble, nous sommes plus forts et ce sont les alliés naturels dans cette tâche. Les citoyens doivent s'approprier des sources d'énergie et ils doivent être conscients qu'ils ont un rôle à jouer dans cet avenir qui nous fait peur et
ça va amener des changements dans notre vie quotidienne, mais je pense qu'il faut retrousser ses manches et il ne faut pas simplement dire voilà toutes les mesures que vous devez appliquer, pas poser de questions, simplement vous exécuter et faire ça. Par exemple, il y a des ménages vulnérables. Eh bien, eux, ils sont les experts pour savoir ce qui cloche au niveau de l'énergie. Merci. Voilà, on a encore un peu de temps, mais je vais peut-être extraire certains points sur lesquels je vais demander de réfléchir. Et puis, je vais revenir sur vous, M. Picard, plus en particulier. On a parlé de l'appropriation, le ownership, le fameux ownership. Oui, de la part des gens au niveau qui sont des alliés naturels. Alors, il y a également la notion d'acceptation sociale, etc. Donc, vous avez dit que les gens savent bien ce qu'il en est, mais au niveau réglementaire, bon, ils ne sont pas toujours au clair quant à l'acceptation de ces défis. Alors, je vous ai donné ensuite de citer des exemples. Bon, quelqu'un a parlé de neutralité technologique, vous avez parlé de mix énergétique. C'est intéressant de savoir comment vous avez, vous, interprété les choses à Vienne. Et puis plus tard, lorsqu'on va parler d'acceptation sociale sur cet avenir qui nous effraie, je vais demander au professeur Picard d'intervenir. Mais donnez-nous des exemples de votre fondation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le rapport que vous avez entendu de Vienne? Alors, Vienne est une ville riche, dans un pays riche. Il est toujours difficile d'imaginer dans un pays riche ce qui coûte moins cher ou ce qui coûte plus cher. Alors, je vais vous donner un exemple diamétralement opposé. Il est question de pays en voie de développement qui n'ont pas d'accès à l'électricité. C'est comme ça dans beaucoup de régions. Il y a des centaines de millions de gens qui n'ont pas accès à l'électricité ou à une source d'énergie noble. Alors, quel est le choix? Alors, est-ce qu'on va centraliser la production d'énergie? Vous le faites avec les énergies fossiles qu'il faut brûler, avec des devises étrangères, en appauvrissant les pays de plus en plus au fur et à mesure que les années passent. Et il faut la distribuer avec des canalisations, ce qui est beaucoup trop cher pour ce genre de pays. Et on n'atteint jamais la périphérie et on laisse des gens pour compte. Alors, c'est comme ça qu'on a, enfin, on a fait comme ça dans les pays riches, mais on pouvait se permettre. L'autre façon de faire, c'est délocaliser la production énergétique. Il ne faut pas de canalisation ni de ligne et on n'a pas besoin d'énergie fossile. Il ne faut pas gaspiller des devises étrangères pour brûler quelque chose. Eh bien, il faut utiliser ce que vous avez sur site. Par exemple, le soleil, qu'on collecte avec des panneaux solaires, le vent, qu'on fait avec des turbines, etc. Alors, mais ça veut dire quel investissement? Bon, pour les énergies fossiles, c'est un coût. Il faut chaque fois payer, alors que dans l'autre cas, ce n'est pas le cas. Alors, lorsqu'on utilise l'énergie solaire, eh bien, on reçoit plus que ce qu'on a dû payer. Et puis, dans beaucoup de pays, il y a les déchets agricoles. Ce qui m'a frappé, c'est que vous ne voulez pas de la biomasse, mais pourtant il y en a. Le biogaz ne vient pas d'arbres qu'on coupe en détruisant les forêts. Ça doit provenir des déchets agricoles, de la foresterie, des fermes. Et si on ne fait pas quelque chose avec ça, eh bien, on va simplement rejeter du méthane dans l'atmosphère, ce qui est 10 fois pire. Donc, utiliser ça, en faire du biogaz, et pour moi, c'est vraiment un impératif dans le mix énergétique. Et puis, il y a
l'hydroélectricité, imaginez un peu tous les cours d'eau qui coulent partout. Il y a des grands fleuves aussi où on peut installer des turbines et récolter l'énergie pour tous les habitants qui habitent le long de ces fleuves. Alors, l'énergie géothermique, c'est la dernière source d'énergie. Mais là, on n'a pas encore délocalisé. Bon, si on veut faire des puits à 5000 mètres de profondeur, là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore délocaliser. Bon, on a déjà 4 sources d'énergie qui peuvent être délocalisées. Ça coûte beaucoup moins cher pour tout le monde. On peut faire des investissements rentables. L'autre question, mais c'est qui va faire tout ça? Qui va investir? Alors, là, 2 possibilités. Où il y a les sociétés de gaz ou d'électricité qui le feront en disant, voilà, ça c'est notre tendance, on va s'y engager. Ou alors il y a des compagnies pétrolières qui investissent dans les panneaux solaires, voilà, qui vont résister autant que faire se peut. Et ils ne veulent pas que d'autres prennent leur marché. C'est comme les voitures. On a perdu le marché des voitures électriques en Europe et en États-Unis, mais Tesla l'emporte. Bon, est un outsider et qui n'est pas le producteur de voitures le plus efficace. Alors, qui va investir dans tout ça? Alors, on a peur de délocaliser. C'est ceux qui risquent de perdre leur marché. Et c'est ceux qui délocaliseront qui auront le plus de succès. Merci. Oui, je vous voyais annoncer, Madame Duchef. Quelque chose à clarifier, sans doute? Alors, qu'ai-je dit? Sur le gaz, on ne veut pas l'utiliser pour le chauffage des espaces. C'est une source d'énergie hydrogens and all in the hard-to-abate sectors, in the hard-to-abate applications, and space heating definitely is not. Dans les secteurs difficiles pour adopter tout ça. Bon, ça c'est notre raison. Vous pouvez consulter toutes les études. L'hydrogène, bon, c'est limité, ça va très cher, même le gaz aussi. Mais on le fait lorsque c'est indispensable. L'industrie, les compagnies productrices d'électricité. Mais nous disons non, ceci doit s'appliquer directement au chauffage des ménages. Mais bon, c'est un exemple qui fait la différence. Bon, une discussion, c'est comprendre les arguments émis par les autres. Alors, à Vienne, les gens vivent en moyenne sur 36 mètres carrés, alors qu'à la campagne, en Autriche, ça fait presque le double de surface par habitant. Et puis, bon, ils ont 2, 3 voitures. Mais 375 personnes sur 1000 ont une voiture à Vienne, uniquement. Donc, la densité des infrastructures publiques, c'est une des mesures d'efficacité la plus importante comparée au milieu rural, où la consommation d'énergie est nettement plus élevée. Nous consommons 55% de l'ensemble pour l'Autriche. Ça fait encore beaucoup, vous me direz. Mais donc, voyons quelles sont les solutions appropriées pour les zones densément peuplées et les autres rurales. Nous avons des options. On va passer au géothermique, oui. On peut aussi utiliser les eaux souterraines, là où c'est possible. On a fait déjà ce travail sur certains sites.
mais ça n'est pas assez pour une zone densément peuplée. Alors, j'ai beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. I have to share this example with you. Vienna owns 220,000 apartments. 220 000 appartements viennent. Worldwide, I think. C'est une des plus grandes densités. 220,000 direct 220 000 rien que pour la cité de Vienne. a city company. And they have also big, large stock in areas where we will Et ils ont un grand stock immobilier où il n'y a pas de chauffage central. apartments, a block of 12 buildings, Alors, il y a des blocs de 12 individual boilers. logements. On va passer des boilers individuels à des pompes à chaleur, Doing a proper insulation, aussi en soignant mieux l'isolation. Enfin, tout le team, quoi. lowering energy consumption to 1/3. Abaisser d'un tiers la consommation d'énergie, voire plus. And this may be my last Les exemples sont là. Et puis, dernière remarque, technical issue we are facing. ce n'est pas un problème technique qui se pose, mais une question organisationnelle, juridique, enfin, tout ce que vous voulez. Les problèmes techniques sont les moins importants. Votre message est donc le suivant. Dans ce mix énergétique, il faut choisir ce qu'il faut déployer. Il faut donc plusieurs stratégies. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Souvent, lorsque j'anime ce genre de débat, j'ai des problèmes avec les Danois. Mais les Danois communiquent leur expérience avec les Hollandais, par exemple, qui ne sont pas dans une trop mauvaise position, et les Flamands, par exemple, qui ont quelques problèmes réglementaires, etc. Et je pense que c'est une des beautés de l'Europe. Donc, cette possibilité de répliquer les choses, de tirer des enseignements. Mais revenons à quelque chose de spécifique. Vous avez parlé de la question technologique. Vous avez dit que ce n'est pas la technique qui est le problème, ce sont plutôt des éléments culturels, psychologiques qui interviennent. Vous avez parlé des différentes parties prenantes, etc. Pouvez-vous nous parler davantage de cela? Nous avons commencé à mettre l'accent sur la création de capacités avec le travail, avec les communautés. Et je pense que le fil rouge de notre projet, c'est l'art. Nous avons beaucoup d'artistes. Jan Bobaham, par exemple, qui a fait beaucoup d'installations dans les mines. Le défi le plus important, et c'est peut-être aussi un avantage, c'est que notre État n'est pas très riche. Il n'y avait pas de véritable budget pour investir dans le patrimoine industriel. Nous avons donc dû inventer quelque chose ensemble. Et je pense que cela a permis de créer une communauté. Et c'est un challenge permanent. Parce que dans ce type d'organisation, vous avez toute une série de parties prenantes, c'est-à-dire des intérêts très différents, divergents même, et ce qui nous amène au problème de la communication. Il faut faire accepter la notion par tout le monde. Donc, il s'agit de zones minières où il y a beaucoup de pauvreté et où il y a beaucoup de défis énergétiques à relever. Ce que nous voulons, c'est d'amener au niveau local
ce que nous avons au niveau européen et national et de commencer à travailler avec ces communautés énergétiques. Les communautés et les villes sont très petites, mais il y a un grand savoir-faire au niveau de l'administration. Oui, il est très important d'approfondir le sujet pour saisir la vie quotidienne. Vous avez dit que vous aviez des entretiens, des discussions avec des communautés locales, avec l'aide d'artistes, etc. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des changements, qu'il y avait peut-être une plus grande compréhension? Est-ce que vous avez pu vous dire, ah voilà, voilà, nous sommes à un bon moment de l'évolution? Pour ce qui concerne la création de capacités, nous avons organisé un événement en 2014 pour la première fois et nous avons pu créer un petit hub dans une mine. Le directeur de la mine nous a aidés alors qu'au départ, il n'était pas du tout content. Mais à la fin de notre discussion, de notre groupe de travail, tout le monde était content de la création d'un centre culturel et tout le monde voulait y travailler. Et c'était un grand changement de mentalité il y a 10 ans de cela, pour ainsi dire. Et donc maintenant, nous organisons des événements de manière régulière, des soirées, etc. J'aime beaucoup votre idée de lancer un défi à des mineurs. Nous avons parlé de la création de capacités. C'est votre pain quotidien d'avoir ce genre d'entretien de manière régulière. Parlons des obstacles. Vous avez parlé de l'importance des communautés. Vous avez donc des communautés devant vous. À quel moment ces communautés sont enthousiastes et disent « Ah, formidable !» Je vais répondre. Il y a beaucoup d'obstacles, bien entendu. Les obstacles évidents sont des obstacles réglementaires. Nous avons aussi une définition dans le cadre juridique européen des principes généraux et les États membres doivent transposer cela dans leur législation nationale, c'est-à-dire la définition de communauté énergétique. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il y a beaucoup de retard dans les États membres en la matière. Il y a également des retards dans l'établissement d'un cadre juridique. Et le mouvement pour l'énergie considère souvent que ce ne sont que les classes moyennes, etc., qui discutent de cette question, qui veulent investir dans les énergies renouvelables. C'est peut-être vrai d'une certaine manière, mais nous constatons que le cadre s'élargit pour le déploiement de ces initiatives. On essaye de supprimer les limites. Nous recevons beaucoup de soutien financier et technique. Nous faisons beaucoup d'expérience. Moi, je travaille avec des communautés énergétiques qui essayent de voir comment augmenter leur impact social par rapport à des ménages vulnérables ou qui vivent dans des situations de vulnérabilité ou de pauvreté énergétique. Et ils travaillent pour inclure ces ménages
Et ce sont souvent des gens qui étaient sous-représentés dans le système énergétique et aussi dans le mouvement des communautés énergétiques. Donc, nous avons un peu les mêmes difficultés en la matière, mais nous avons l'intention d'y travailler pour avancer. Et, par exemple, si vous voyez les objectifs des municipalités, beaucoup d'avantages viennent des communautés énergétiques et on le voit inscrit dans les objectifs des municipalités. C'est-à-dire, nous nous situons au milieu et nous travaillons à ces objectifs. Si vous permettez, je voudrais intervenir. On parlera de la politique de cohésion également. Qui va investir? C'était la question. Et quel est le message pour mettre en avant cette localisation et cet avenir vert? Si vous pouvez peut-être répondre en 2 phrases à cela rapidement. Si sur le plan réglementaire, vous vouliez obtenir quelque chose, quel serait ce que vous voulez? Les communautés énergétiques font un travail important. Ce sont des acteurs énergétiques très différents. Oui, mais avant de redonner la parole à Bertrand Piccard, la politique de cohésion, on a parlé de l'importance du financement au début. Est-ce que cela a également été utilisé par les exemples dont vous avez parlé? Oui. Oui, je pense que on inclut la population dans toutes ces plateformes. Il y a pas mal d'événements organisés. On fait appel aux collectivités locales, on intègre ça. Question directe. Est-ce que vos communautés sont conscientes de ce que fait l'UE dans ces changements? Oui. J'ai certains collègues dans la salle qui pourront ajouter quelque chose. Bon, j'y travaille depuis 12 ans. Bon, moi, je suis personne externe. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 25 ONG qui sont rassemblées, bon, qui portent un certain nom, travaillent avec la Banque mondiale, avec l'UE. Et ça nous a été d'une grande aide. Alors, cette politique de cohésion qui se traduit par des choses très, très pratiques sur le terrain. Bon, est-ce que ça fait partie de votre effort de pionnier? Alors, ici, le plan sur le gaz, ça ne faisait pas partie de la politique de cohésion, mais ça faisait partie d'un projet UE où nous avons repris des choses qui étaient en avance par rapport à Vienne. Enfin, on a pris aussi l'exemple sur Rotterdam, Bilbao, etc. Bratislava, Vienne et puis Dublin, je pense. Alors, et on s'est mis ensemble. Et ce renforcement des capacités, on n'en a pas assez. Mais on s'est rapproché d'un niveau plus concret. Souvent, on parle trop d'un niveau supérieur. Car vous savez que, comme on dit, le diable est dans les détails. Et là, mon expérience de ce qui vient de l'UE peut jouer un rôle important. Alors, professeur Piccard a parlé de la granulométrie. Donc, ce qui peut, je sais pas, aller jusqu'à la base.
Alors, ça doit venir évidemment d'un niveau supérieur qui est très très clair, qui est limpide. Souvent, je recherche des personnes qui au pouvoir peuvent me guider. Alors, tout ça doit être fait, pas uniquement par des messages qui viennent d'en haut. Il faut avoir la participation des collectivités, etc. Alors, comment devons-nous nous attendre? À quoi devons-nous nous attendre de ce qui vient d'en haut? Oui, alors je ne comprends rien dans la salle car les haut-parleurs sont dirigés vers vous. Mais vous avez compris, j'espère. Alors, oui, non, ça j'ai compris. Alors, de quoi parlons-nous? De la différence entre paresse et courage. Si on se complaît dans la paresse, la centralisation, c'est parfait. C'est une source d'énergie, c'est faire toujours la même chose comme on l'a fait, puisqu'on n'est pas intéressé par le changement. Ça, c'est la solution facile. Mais ça ne marche plus, parce que ça coûte trop cher, c'est trop polluant, et ça ne tient pas compte des toutes nouvelles solutions. Donc, alors, être courageux, c'est quoi? C'est examiner chaque situation une par une et voir où l'énergie peut être produite et là où on peut faire des économies d'énergie. Bon, c'est dans tous les domaines, l'eau, etc. 50% de l'eau potable se perd à cause des fuites dans les canalisations. Mais bon, on la purifie, elle est transportée. Donc, on perd de l'énergie en distribuant de l'eau. Et il faut utiliser cette énergie. Alors, également les déchets. Alors, où on l'utilise comme ressource pour l'utiliser. Et là, il faut procéder à une économie circulaire pour exploiter ça. Même chose pour les denrées alimentaires. Les déchets, c'est une source d'énergie. On a besoin d'énergie pour produire des denrées alimentaires, pour la transporter, pour acheter des engrais, etc. Donc, tout le monde pense que le seul but, c'est de produire l'énergie de manière centralisée. Or c'est pas ça. Il faut économiser l'énergie à tous les niveaux et en produire à tous les niveaux. Donc, vous m'avez demandé de donner des exemples tout à l'heure. Eh bien, voilà. Beaucoup d'usines sont fabriquées avec des parois métalliques. Si on fait des trous aux bons endroits, eh bien, la convection de la chaleur peut se faire. Alors, ça peut refroidir en été et ça peut réchauffer en hiver, car le soleil n'a pas la même incidence selon les saisons. On peut jouer là-dessus. Donc, on peut récupérer les fumées d'échappement et la réutiliser dans les usines. Et aussi, ça fait descendre la facture énergétique. On peut faire des parkings souterrains. Bon, on peut récupérer de l'énergie par des pompes à chaleur et l'utiliser. Mais il est dingue de penser que on est en train de refroidir les centres de traitement de données alors qu'on pourrait utiliser cette énergie pour faire du sanitaire ou pour produire autre chose. Donc, il faut trois choses. Il faut d'abord comprendre ce qu'il faut faire. D'habitude, les gens ne comprennent pas de quoi ils retournent lorsqu'on parle de délocalisation. Il faut bien comprendre que ça doit être rentable économiquement. Quand on fait à la Solar Foundation, c'est comprendre que tous ces niveaux créent des emplois et cet événement réduisent la facture énergétique, ce qui est aussi important pour la solidarité sociale. Et puis, troisième élément, pour ceux qui s'en fichent,
qui n'ont pas compris. Là, il faut passer par la réglementation imposante. Les choses ne changent pas facilement pour les paresseux. Les courageux, eux, bon, veulent participer. Bon, c'est fantastique, c'est de l'entrepreneuriat, et ils font, parce qu'ils font du travail merveilleux à Vienne. Bon, je vous félicite ce qu'on a fait. Mais qu'en est-il pour les autres? Il faut passer par des encouragements ou passer à la réglementation. Alors, la réglementation la plus importante que je vois, c'est interdire donc les déchets et l'utilisation de cette énergie. L'énergie des déchets va s'inspirer de toutes les innovations existantes sur le marché et les gens seraient obligés à prendre la solution la plus efficace, la plus rentable et qui leur est ouverte. Donc, il faut obliger les gens à faire quelque chose qui va dans leur intérêt. Ah, vous êtes un magnifique orateur. Vous rendez tout facile. Bon, il faut terminer malheureusement. Mais ça fait partie du ton du débat. Lorsque vous avez décrit le monde comme vous l'avez fait, oui, je vous donne la parole après. Et je pensais, mais bon Dieu, ce que vous m'avez évoqué, c'est un morceau, par exemple, de cette BD. Alors, vous avez dit que vous avez rendu visite à beaucoup de gens au niveau, bon, qui ne sont pas très chauds, etc. Dans l'intérêt du temps, je vous passe la parole, madame. Allez-y. Je serai très brève. Alors, la paresse opposée au courage. Oui, c'est vrai, et ça ne l'est pas. Ça dépend de l'échelle. Ça peut être très vrai lorsqu'on parle des décisions publiques. Il faut pousser ces administrateurs, mais c'est plus nuancé lorsqu'on parle des collectivités. Surtout si on s'adresse à un public très pauvre qui a besoin d'aide. Et il y a beaucoup d'ONG qui font ce qu'elles peuvent. Mais à un certain moment, et c'est là qu'on a besoin de l'aide de l'UE, c'est au niveau du know-how, du savoir-faire. Si on n'a pas la solution, mais il faut s'inspirer de celui qui l'a. L'administration publique dresse les plans. Alors, il doit, identifier les points de production, les points de consommation, etc. Sans quoi, les gens se sentent impuissants et ne comprennent rien à tout ça. Voilà. Oui. Alors, dans le Conseil climatique, alors, c'est le projet alunissage pour Vienne. C'est une image importante. C'est pas dire oh, on va voir ce qu'on peut faire. Non, non. Voilà. On ira là en 2040, 2042, peu importe. Nous engageons et nous gardons le cap. Voilà. C'est une image qu'on veut donner pour faire comprendre. Et ça permet de comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà l'objectif, etc. Donc, oui, vous dire atteindre la Lune, les étoiles, c'est à vous maintenant. Je vais me contenter de vous dire qu'il faut introduire cet élément de justice au centre de notre parcours. Et il faut se rendre compte qu'il y a ce dilemme paresse-courage, mais pour l'instant, beaucoup de citoyens ne comprennent pas qu'ils ont le droit d'être actifs dans la transition écologique. Pour eux, tout est tellement complexe et dans le même temps, beaucoup de gens ne peuvent pas faire ce choix. Pas parce qu'ils sont paresseux,
Parce qu'eux, ils s'occupent du lendemain et pas de ce qui va se passer en 2040. Et c'est dans ces environnements que s'opèrent ces choix. Mais il faut que les gens soient à même de voir que ces choix sont les meilleurs à opérer. De créer une cohésion sociale, s'adresser à la communauté, créer la résilience, etc. Au niveau des villes, au niveau des collectivités. Alors, j'aurais aimé vous donner plus de temps chacun d'entre vous. Même ceux qui sont en ligne, mais bon, on ne peut pas enregistrer de retard. Ah non, voilà, il est 11 heures, mais j'ai terminé à l'heure. Voilà, donc on est bien. Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez dit paresse? Et on a rebondi sur ce que vous avez dit. Bon, est-ce que c'est pas plutôt les gens ne savent pas qu'ils ont des droits? Non, moi je parlais de paresse. Mais beaucoup de gens sont paresseux au niveau de l'administration, du gouvernement, de l'industrie. Pour eux, c'est difficile de changer sur plusieurs fois à la fois. Bon, je viens de parler à un ministre, je ne dirai pas de quel pays, et je donnais 20 solutions du projet qu'il devrait préparer. Il m'a dit, mais c'est magnifique. Alors, voilà. Oui, mais vous savez, 20 solutions ou 28, c'est trop. Il faut se limiter à 2 ou 3 au plan réglementaire. Mais je dis, mais pourquoi 2 ou 3? Si on peut faire, si on en présenter 28? Oui, mais là, c'est plus difficile. Il faut convaincre plus de gens, les parlementaires, le public, etc. Donc, si c'est une solution de bas étage, elle a plus de chances d'être acceptée qu'une solution mirifique. Notre monde est comme ça, paresseux, est paralysé, est frappé d'inertie, et c'est contre tout ça qu'il faut lutter. Malgré que vous soyez optimiste, voilà ce que vous dites. D'accord. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous avez sur le cœur? Oui? Pas vraiment? Allez, en deux phrases alors. Non, non, maintenant, madame refuse. Non, voilà, je m'abstiens. Merci. Alors d'abord, des applaudissements nourris pour ces personnes sur le podium. Merci beaucoup. Il y avait tellement de choses. Alors, les points clés que je peux extraire. J'ai beaucoup aimé votre équilibre entre le centralisé et le décentralisé avec des infrastructures publiques très solides. Et puis les choix. Bon, on ne va pas utiliser la neutralité technique de manière dérangeante. Non, ça dépend des spécificités. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'après le contexte? On peut utiliser l'énergie atomique, etc. Et puis il a dit, il faut modifier, il faut changer ces boilers au rythme de 100 par jour, avez-vous dit? Oh. Alors, pour l'appropriation, là, c'est dans un contexte précis, culturel. On a dit autorités locales, bon, des alliés nationaux. Ils n'en ont pas la capacité, souvent, tous ces intervenants. Et puis, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, nous avons inventé quelque chose. Et là, c'est pour peut-être rétorquer à votre notion de paresse. Et puis, importance de la qualité de vie. Donc, nous, on demande évidemment à réaliser la sécurité, la durabilité, d'accord, mais certains ne savent pas qu'ils ont le droit de parler. Alors, pour permettre une transition vers l'énergie locale, vous savez qu'au quotidien, il faut beaucoup d'énergie, je parle d'énergie au niveau du cerveau, au niveau de la parole plutôt, etc. Il faut parler, reparler, etc. Voilà, voilà. Et je ne veux pas vous effrayer pour cet avenir plus vert. Merci à tous. Merci à nos équipes d'interprètes.
Et puis, on a un typiste vraiment qui fait du bon travail, qui travaille donc derrière la scène, etc. Et puis, n'oubliez pas, dans une demi-heure, on aura une session de 90 minutes sur les régions dans la transition post-industrielle. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, nos orateurs se feront un plaisir d'expliquer avec des exemples pratiques. Et si vous voulez aller en ligne, voilà le hashtag, n'oubliez pas. Donc, ne me dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Et je vous revois ici à 11h30. Merci. Tree.